Bonsoir. Alors, dans un but pédagogique, j'ai trouvé intéressant de vous faire partager les informations qui étaient dans ce livre concernant des faits d'histoire. Parce que c'est vrai que le public en général connaît les événements d'une façon un peu résumée ou schématique, mais on n'a pas toujours l'occasion de savoir exactement ce qui s'est passé au niveau historique. Voilà, comme ça a été indiqué, je trouvais intéressant de le partager avec vous. Tout d'abord, l'armée d'Afrique. Alors à l'origine, l'armée d'Afrique est le nom du corps expéditionnaire qui, sous le commandement du général de Bourmont, débarque le 14 juin 1830 à Sidi Ferruch et prend Alger. On continua à désigner ainsi les unités qui, venues de métropoles ou formées en Algérie, participèrent à la conquête puis à la pacification du pays. Composé de soldats recrutés sur place, mais également en Tunisie et au Maroc, entre parenthèses les indigènes, d'étrangers et d'engagés français. Ces unités étaient encadrées par des officiers et des sous-officiers métropolitains en majorité. Cette armée portait des uniformes qui la différenciaient du reste de l'armée française, dont elle faisait cependant partie intégrante. Très vite, ces groupes vont être appelés à combattre à l'extérieur, dès que la France devra engager ses forces sur d'autres théâtres d'opération. En Crimée, dans la campagne d'Italie, en Chine, au Mexique, en France métropolitaine en 1870 et 1871. La Troisième République les engagea ensuite sur tous les théâtres de coloniaux, Tonkin, Madagascar, Maroc, puis bien sûr en France dès 1914. L'armée d'Afrique occupa un rôle toujours grandissant, avec ses unités spécifiques. Les Zouaves, dénomination provenant de la tribu kabyle des Zouawa, en réalité, le mot origine c'est Iyawawen en fait, créés en 1830. Les chasseurs d'Afrique en 1831, les Spahis en 1834, les tirailleurs indigènes en 1841. Au Sénégal, c'est Faidherbe, nommé gouverneur du pays en 1854, qui crée les tirailleurs sénégalais. Le recrutement des Zouaves et des chasseurs d'Afrique devint peu à peu exclusivement français. Mais les Spahis et les tirailleurs demeurèrent un recrutement strictement autochtone avec un encadrement français limité. Toutes ces troupes indigènes d'Afrique du Nord appartenaient au 19e corps d'armée appelé Armée d'Afrique, dont l'emblème est un croissant. Elles ont été engagées en France métropolitaine dès août 1914. Donc justement, c'est la Première Guerre mondiale, 14-18. La mobilisation des troupes coloniales en 14-18 est sans précédent. Près de 930 000 soldats non-européens, hindous, chinois, vietnamiens, somaliens vont être incorporés, venant de 40 pays différents. Plus de 70 000 y perdront la vie. Parmi ces effectifs, 290 000 soldats nord-africains vont combattre au service de la France. 173 019 Algériens, les plus nombreux, 80 339 Tunisiens, 40 398 Marocains. Les troupes nord-africaines vont combattre sur tous les fronts. En France, aux Dardanelles, où les tirailleurs sénégalais représentent à eux seuls la moitié des effectifs engagés, dans les Balkans, en Palestine, où elle s'illustre aux côtés de troupes britanniques lors de la prise de Naplouse. À la fin de la guerre, on dénombre en novembre 1918, leur perte s'élève à 28 200 morts,
et 7 700 disparus. Et ensuite, la Seconde Guerre mondiale. En 1940, la France est vaincue et 1 400 000 soldats français sont prisonniers en Allemagne. 40 000 mourant en captivité. L'armée française n'existe plus. Pendant près de 2 années, l'empire colonial va être au centre des enjeux de légitimité entre les forces gaullistes et le régime de Vichy. Dès le 18 juin 1940, et dans la foulée de l'appel du général de Gaulle à poursuivre la lutte, les ralliements sont d'abord individuels. En juillet 1940, la France libre peut compter sur un peu plus de 7 000 hommes. Puis, ces effectifs vont croître tout au long de l'année 1940, à la suite du ralliement de plusieurs colonies africaines, océaniennes et asiatiques. Tchad, Oubangui-Chari, Congo et Cameroun, comptoir de l'Inde, Océanie, Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna. Ce soutien de l'empire colonial donne une légitimité à la France libre qui va lui permettre de s'imposer peu à peu aux côtés des Alliés dans le conflit. En Afrique de l'Ouest, De Gaulle a échoué en 1940 dans sa tentative de prendre Dakar aux forces fidèles à Vichy. Et il décide d'installer les FFL au Gabon début novembre 1940. Les forces de la France libre, encore peu nombreuses numériquement, vont ensuite participer à différents combats aux côtés des Alliés. Dans le Fezzan, en Érythrée ou en Libye. L'opération de Syrie, en juin 1941, marque un tournant important dans la défaite des troupes fidèles à Vichy face aux troupes de la France libre. À Bir Hakeim, en mai et juin 1942, c'est la première brigade des forces françaises libres du général Koenig qui participera au combat contre les troupes de l'Axe de l'African Corps. Mais le grand tournant sera le débarquement allié de novembre 1942 en Afrique du Nord, à partir duquel va se reconstituer progressivement l'armée française, notamment sous l'autorité du général Giraud, grâce au matériel américain. À l'issue de ce débarquement allié, effectué sans le concours du général de Gaulle et sans celui des troupes françaises, la situation politique est complexe en Afrique du Nord. Plusieurs protagonistes cherchent à imposer leur autorité sur la France libre. La lutte politique entre De Gaulle et Giraud dure plusieurs mois, alors que les combats en Tunisie contre l'Axe font rage. Finalement, le 3 juin 1943, le Comité national français de Londres et le commandement civil et militaire d'Alger fusionnèrent sous la coprésidence des généraux De Gaulle et Giraud dans le Comité français de la libération nationale, CFLN, installé à Alger. Dès lors, l'armée française va pouvoir se reconstituer avant l'engagement décisif en Italie. Au cours de l'été 1943, 233 000 Nord-Africains seront mobilisés ou volontaires pour renforcer les troupes de la France combattante. Ils rejoindront les 363 000 soldats d'Afrique du Nord déjà sous l'autorité militaire, européens et indigènes. 60 000 hommes venus d'AOF, 12 000 FFL, 20 000 évadés de France des camps de prisonniers et 10 000 volontaires féminines. Cette armée, au cours de l'été 1943, regroupe un effectif d'un peu moins de 700 000 personnes, combattantes ou auxiliaires. C'est elle qui va participer aux côtés des alliés anglo-américains à la libération de la France. Après les durs combats de Tunisie, de Sicile, d'Italie, de Corse et le débarquement allié en Provence de l'été 1944.
Le corps expéditionnaire français, CEF, est alors composé d'une part du détachement d'armée A, ou CEF d'Italie, constitué de la 3e DIA, division d'infanterie algérienne, de la 2e DIM, division d'infanterie marocaine, et de la 4e DMM, division marocaine de montagne, auxquels s'ajoutent les Goum marocains, les Tabors. Le détachement de l'armée B est composé de la 1re DB et la 5e DB, division blindée, et en Corse de la 9e DIC, division d'infanterie coloniale. Il est à noter que les Européens d'Afrique du Nord, dont 14% seront mobilisés pendant le conflit, fournirent la majorité des cadres, et les populations non européennes du Maghreb ou d'Afrique noire, la majorité des troupes combattantes jusqu'au débarquement en province. Ces deux détachements placés sous les ordres du général de Lattre de Tassigny vont fusionner en juillet 1944 pour devenir l'armée B, que rejoindront les FFI, alors que les FFI sont déjà présents dans le cadre de la 1re DFL, ex-division motorisée d'infanterie, puis en septembre 1944, la 1re armée française. Dans les manuels d'histoire et dans la mémoire collective, la libération de la France et de l'Europe semble n'être le fait que du débarquement de juin 1944 en Normandie, de l'action des résistants et de l'offensive soviétique sur le front de l'Est. C'est oublier l'offensive par le Sud et l'Italie, après la victoire en Tunisie et le repli des troupes de l'Axe, qui vont permettre l'ouverture d'un second front avant le débarquement à l'ouest en Normandie. Ces durs combats allaient pourtant permettre de prendre en tenaille l'armée allemande et ainsi de mobiliser une grande partie de ses troupes dans le sud, facilitant ainsi la progression des troupes soviétiques à l'est en 1944 et celle des troupes anglo-américaines sur le front ouest à partir de juin 1944. Lors de la campagne de Tunisie, les pertes furent très élevées. Selon les chiffres donnés par le SHAT, Service historique de l'armée de terre, qui font état de 9 237 tués, dont 3 620 musulmans nord-africains, et 34 714 blessés, dont 18 000 musulmans nord-africains, auxquels il faut ajouter les pertes de la 2e DB. En ajoutant les victimes civiles en métropole, on arrive à 535 967 Français morts lors du conflit. Ce chiffre intègre déportés, résistants, combattants, victimes de bombardements. L'engagement des Français au cours de la libération de l'Italie, et plus particulièrement lors des combats meurtriers autour de Monte Cassino, contribua au repli des troupes allemandes au prix de lourdes pertes. Rejointe par les FFI et les FFL, la 1re armée française sous le débarquement en Provence, 15 août 1944, va ensuite libérer Toulon, Marseille, Lyon, Dijon, Belfort, très loin des feux des projecteurs et de la presse, qui n'eurent de yeux que pour la progression anglo-américaine de Normandie, et la très politique libération de Paris et Strasbourg par les Français de la 2e DB de Leclerc. La bataille de Toulon fut la première que l'armée française livra pour la libération de la métropole. Sous le drapeau français étaient rassemblés des hommes et des femmes venus de 5 continents. Ceux que l'on appelait alors des indigènes combattaient côte à côte avec des Français des colonies et des évadés de la France occupée. Près d'1 soldat sur 2 était africain. Les soldats maghrébins et noirs constituaient le gros de l'infanterie, les plus exposés dans les combats. Le 15 août 1944, près de 120 000 goumiers, tirailleurs et spahis, originaires de 22 pays du Maghreb et d'Afrique noire, intégrés alors à l'Empire français, dont beaucoup se sont déjà distingués lors des durs combats de la campagne d'Italie, notamment autour de Monte Cassino, débarquent sur les côtes de Provence, placés sous le commandement du général de Lattre de Tassigny, chef de l'armée d'Afrique, devenue la 1re armée française,
Ils sont engagés dans la libération de la France, puis en Allemagne jusqu'à la victoire de 1945. On oublie souvent, lorsque l'on parle d'immigration, que les pères de bien des immigrés d'aujourd'hui furent accueillis un jour en libérateurs. La suite demain pour ce rappel historique.